C'est assez curieux. Ce n'est ni donc l'énergie du Soleil, le Soleil est trop loin, ni l'énergie accumulée, la chaleur accumulée dans cette planète au cours de sa formation, parce que ce satellite est trop petit. C'est un effet de marée. C'est tout à fait analogue sur le plan physique au fait que la Lune puisse agir, avoir une activité importante sur notre Terre, sur l'océan de notre Terre, par ce qu'on appelle un effet de marée qui est relié, en fait, à la force de gravité. Eh bien là, l'effet de marée est dû au fait que ce satellite est très près de la gigantesque planète Jupiter, qui exerce une très puissante force de gravité sur Io, et c'est cette force de gravité, par un effet donc de type marée, qui est le moteur de toute cette activité. On ne savait pas qu'il y avait quelque part dans le système solaire un endroit où des effets de marée puissent avoir des effets aussi géologiques aussi importants que d'induire continuellement ces volcans. Et on a maintenant beaucoup de belles images. On continue à suivre Io et on s'aperçoit que Io, c'est vraiment l'enfer au sens de Dante, avec ses couleurs rouges, ses couleurs jaunes et blanches, et ses volcans et ses auvents, ces geysers continuellement en activité, toujours, encore une fois, grâce à la présence de cette énorme masse gravitationnelle que représente le corps de la planète Jupiter. Jupiter, dont la masse est environ 1000 fois la masse de la Terre. Jupiter, c'est à la limite une petite étoile, pas tout à fait assez chaude, pas tout à fait assez massive pour avoir des réactions thermonucléaires, mais presque à la limite. Les autres satellites de Jupiter, qui sont plus loin, ne subissent pas, sont trop loin pour que l'effet de marée soit important. Et là, nous retrouvons ce que nous connaissons pour la Lune, pour Mercure, c'est-à-dire des corps petits, donc sans chaleur interne, sans atmosphère, parce que la gravité n'est pas assez importante pour retenir une atmosphère qui aurait été là au début, soumise au bombardement des météorites, sans érosion, sans phénomène qui puisse effacer les satellites. Et vous voyez comment un satellite comme celui-là de Jupiter est complètement couvert de ces cratères, donc bombardés depuis 4,5 milliards d'années. D'autres satellites plus loin, celui-là qui s'appelle, si je ne me trompe, Encelade, ce satellite est couvert d'une couche de glace. Et ça, c'est important. On va maintenant s'éloigner de Jupiter et on va trouver, c'était aussi le cas dans le précédent, mais dans celui-ci, beaucoup d'eau. L'eau est présente en très grande quantité dans le système solaire. Les satellites comme celui-là sont en grande partie des blocs de glace et de pierre. Ces blocs de glace, cependant, la température n'est pas suffisante pour que l'eau devienne liquide. Donc autant la présence d'eau liquide est un phénomène rare dans le système solaire, soit il fait trop chaud et l'eau est en vapeur, soit il fait trop froid et l'eau est en glace. On a tous les cas de figure. Pour l'instant, nous n'avons pas retrouvé sur d'autres corps du système solaire la présence d'eau liquide qui nous permettrait d'envisager la possibilité de formation de la vie, en tout cas sous la forme que nous connaissons. Nous abordons maintenant Saturne. Saturne, c'est la planète qui est encore un peu plus loin. Ça ressemble un peu à un modèle réduit de Jupiter, sauf sur le plan des anneaux. Saturne est remarquable par ses anneaux tout à fait considérables, tout à fait spectaculaires. Jupiter a aussi des anneaux. On a découvert récemment que tous les corps extérieurs du système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, ont des anneaux, mais les anneaux sont très différents. Ceux de Jupiter, ceux d'Uranus et de Neptune sont de tout petits anneaux qu'il faut observer avec beaucoup d'attention pour pouvoir détecter. Dans le cas de Saturne, évidemment, on les a vus depuis très longtemps. Ils ont cette forme magnifique que vous voyez ici. Ils se décomposent en un très grand nombre d'anneaux qui, en fait, ne sont pas vraiment des anneaux différents, mais plutôt des concentrations différentes, des densités différentes de matière dans ces anneaux. Il faut savoir que ces anneaux ne sont pas d'un seul tenant, ce ne sont pas des corps solides. Ils sont constitués par des myriades de petits gravillons et de cailloux qui circulent ensemble autour de la planète, comme des tout petits satellites. Il y en a tellement que ça donne cette impression de continuité. Les couleurs ici, évidemment, sont de fausses couleurs qui permettent de distinguer des effets différents. Et ce qu'on distingue ici, c'est que les densités de matière, à mesure qu'on s'éloigne de la planète, les densités, le nombre de gravillons
par unité de volume, varient d'une façon importante, et c'est ça qui donne ces formes, ces couleurs différentes quand on leur associe un code de couleur approprié. Voilà encore une très belle image où vous voyez en haut à gauche le corps de Saturne et en bas à droite les anneaux. Ça a été pris d'au-dessus de la planète. Voilà encore d'autres images des anneaux. Je vous les présente aussi parce que ça fait des images qui sont très jolies. Ça vaut la peine de les voir. Ici, vous voyez les anneaux, mais aussi la surface de Saturne. Et vous voyez que là aussi, il y a des tourbillons. On va les voir mieux maintenant. Il y a également des tourbillons. Saturne, comme Jupiter, est une planète rocheuse pas beaucoup plus grosse que la Terre, avec cette atmosphère gigantesque dans laquelle il y a ces vents, ces ouragans, ces tourbillons, ces cyclones. Ça ressemble tout à fait à ce qu'on a vu à propos de Jupiter. Saturne a aussi plusieurs satellites. La plupart de ces satellites sont, comme ceux de Jupiter, des cailloux rocheux, sauf un qui nous intéresse beaucoup, qui s'appelle Titan. Titan est le seul satellite dont on ne voit pas la surface, simplement parce qu'il possède une couche gazeuse, une atmosphère qui est suffisamment dense pour qu'on n'en voit pas la surface, un peu l'analogue de Vénus. Et ce que vous voyez ici, c'est le Soleil est passé derrière Titan, et la lumière du Soleil illumine l'atmosphère de Titan, et vous voyez quelque chose qui ressemble à une image qu'on a vue dans une des premières émissions, la Terre vue au moment du coucher du Soleil, éclairée par le Soleil et l'atmosphère devenant luminescente par la présence du Soleil. Alors évidemment, cela donne à rêver parce qu'on se dit, s'il y a atmosphère, il y a possibilité d'effet de serre. Et un effet de serre, ça veut dire que même s'il fait très froid, parce que là on est très loin du Soleil et les températures sont à moins 100 degrés ou moins 150 degrés Celsius, il est quand même possible que cette atmosphère puisse, par un effet de serre, amener la température à la surface à des valeurs intéressantes. Et on a spéculé à un moment donné que cette atmosphère qui est composée d'azote, donc ça ressemble un peu à ce que nous avons ici, du gaz carbonique, et qu'il y ait sur la surface, sur la planète elle-même, qu'il y ait un océan liquide de méthane. Alors, méthane, azote, gaz carbonique, tout ça, pour un biochimiste, ça lui rappelle les conditions idéales pour la formation de la vie. Et il y a quelque espoir de trouver quelque chose sur Titan. Cependant, on a étudié récemment avec des radars situés au sol, le sol, la surface de Titan, et il semble bien que cette idée d'un océan de méthane soit un peu exagérée. S'il y a du méthane, ce sont des couches très minces et c'est même pas tout à fait certain qu'il y ait des liquides à la surface de Titan. En fait, ça, c'est des problèmes pour les explorations ultérieures. Certainement qu'on aimerait, on a en vue un jour de pouvoir se rendre sur Titan et d'aller voir s'il y a quelque chose dans l'opacité de ces gaz qui nous cachent la surface. Quelle est la nature de la surface de Titan? C'est une question intéressante. Y a-t-il de l'organisation biologique ou biochimique? Question intéressante. Nous passons maintenant aux planètes plus lointaines. Voilà des images d'Uranus. Celle de droite, c'est une image telle qu'elle est vue en lumière visible. C'est une planète qui est bleue avec une atmosphère importante. À gauche, c'est codifier la répartition des températures. Alors, quand c'est rouge ou jaune, ça veut dire qu'il fait plus chaud dans ces régions-là que vers l'extérieur. Comme il s'agit d'atmosphères très épaisses et qu'on ne voit pas le sol, on est obligé d'employer des techniques indirectes pour obtenir des renseignements sur, par exemple, la nature de du sol ou de l'atmosphère de cette planète. Cette planète a également des satellites assez curieux. Un satellite curieux d'Uranus s'appelle Miranda. Miranda, c'est un corps solide, c'est un bloc rocheux comme les autres. Ce qu'il a de particulier, c'est la dimension extraordinaire des phénomènes géologiques qu'on y trouve. On a vu qu'il y avait des phénomènes géologiques sur la Lune, sur Mercure, on en a vu sur d'autres satellites, mais jamais on a vu des phénomènes géologiques qui prennent une partie aussi importante d'un corps céleste. Vous voyez ces formes, ces structures, ces cassures dans la pierre qui sont probablement dues à des collisions, on ne sait pas très bien, on va les retrouver ici. Ce sont de gigantesques formes géologiques dont la nature est relativement peu connue aujourd'hui et qui posent
toujours des questions aux géologistes, aux géologues. Vous remarquez qu'il y a là aussi des cratères. Les cratères, c'est un phénomène qu'on retrouve partout, c'est que tout simplement, ces corps sont soumis au bombardement des météorites qui viennent de l'espace. Et puis maintenant, nous abordons Neptune. Neptune qu'on a vu très récemment, ce sont des documents qui ont à peine un an. Neptune est également une belle planète bleue, couverte d'une atmosphère, avec un phénomène intéressant qui ressemble à la tache rouge de Jupiter. Là aussi, il y a une tache que vous voyez, probablement un ouragan, qui se déplace assez rapidement. Vous le revoyez de nouveau, avec ces traits blancs qu'on ne connaît pas très bien. Il y a, on va en voir encore une image agrandie ici, ce tourbillon est sans doute un phénomène aérodynamique de type cyclonique relativement peu compris. Alors voilà une très belle photo prise de la surface de la planète où vous voyez des nuages et ces lignes noires qui sont l'autre côté des nuages sont l'ombre de ces nuages sur d'autres nuages, ce qui nous a permis pour une des premières fois d'évaluer la dimension de ces formes. Aujourd'hui, on a de telles techniques pour étudier les images, des techniques informatiques qui permettent de tirer énormément d'informations d'une image qui, à première vue, semblait ne pas pouvoir en donner beaucoup. Vous allez en voir un exemple tout à l'heure. Là, voici une image des anneaux. Je vous ai dit que toutes ces planètes ont des anneaux, mais ce sont des anneaux beaucoup plus minces que dans le cas de Saturne. Et puis, nous abordons maintenant un satellite de Neptune qui, lui, s'appelle Triton et qui a également des formes géologiques très curieuses avec des étendues de glace, qui a également des volcans. C'est le deuxième corps du système solaire dans lequel on voit des volcans. Enfin, le troisième, on a parlé de Mars, de la Terre, bien sûr. On a parlé d'Io et maintenant Miranda, des volcans qui sont en activité, dont ces taches noires seraient en quelque sorte le centre d'activité et les couronnes blanches qui les entourent, les épanchements de lave, c'est pas très bien connu, mais il y a évidemment là aussi une activité volcanique. Et puis finalement, je voudrais vous présenter cette très belle image. Cette image, c'est encore une fois un chef-d'œuvre de la reconstitution informatique des images à partir d'une photo qui était beaucoup plus pauvre. Par des traitements appropriés, on est arrivé à donner cette impression de troisième dimension. Vous avez vraiment l'impression, quand vous regardez cette image, que vous voyez le relief, que vous voyez ce cratère, ces montagnes, cette illumination rocheuse de la lumière, due à la lumière solaire. Tout cela, c'est ce que permet aujourd'hui l'informatique dans ce qu'on appelle le traitement d'image, quelque chose qui aujourd'hui est tout à fait au point et nous permet d'aller beaucoup plus loin et d'exploiter beaucoup plus loin et beaucoup mieux des images même prises dans des conditions extrêmement difficiles. Rappelez-vous que ces sondes passent à des vitesses de dizaines de milliers de kilomètres à l'heure et que prendre ces images dans ces conditions, ce sont véritablement des exploits. Alors voilà, nous avons terminé cette visite du système solaire et nous allons maintenant revenir à notre problème qui est le problème de la Terre et de l'apparition de la vie sur la Terre. Pour discuter de l'apparition de la vie sur la Terre, on va essayer de comprendre pourquoi la vie n'est pas apparue sur la Lune, qui pourtant est à la même distance du Soleil que la Terre. Il y a plusieurs éléments qui font que la vie ne pouvait pas et n'est pas apparue sur la Terre, sur la Lune. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Et je vous ai dit, il n'y a pas d'atmosphère parce que la Lune est trop petite pour retenir une atmosphère hypothétique qu'elle aurait eue au début. Le fait qu'il n'y ait pas d'atmosphère, non seulement empêche les échanges énergétiques qui se passent au moment de la respiration, mais aussi font que la température à la surface de la Lune est très différente le jour et la nuit. Le jour, on passe à des températures très élevées, la nuit à des températures extrêmement basses. Sur la Terre, l'atmosphère
fait ce qu'on appelle un volant thermique qui permet de ne pas avoir des extrêmes trop grands et qui donc permet à la vie de durer au cours des cycles jour-nuit, au cours des cycles printemps, été, automne, hiver. Il y a un troisième élément qui joue un rôle important, c'est le fait que l'atmosphère arrête les rayonnements ionisants. On a parlé de rayonnement cosmique, on a parlé du fait qu'il y avait dans l'espace des grandes quantités de particules de très haute énergie. Sur la Lune, ces rayons arrivent jusqu'au sol et casseraient des structures moléculaires qui auraient eu la possibilité de s'y former. Pas seulement les rayons cosmiques, mais aussi le vent solaire. Le vent solaire, ce sont ces particules qui créent les aurores boréales, qui arrivent à la surface de la Lune à des vitesses de milliers de kilomètres par seconde, qui seraient également tout à fait stérilisants. Donc l'atmosphère joue un rôle multiple pour empêcher les rayonnements d'arriver au sol, garder une température constante et aussi, bien sûr, permettre la respiration. Un autre élément important qui manque à la surface de la Lune, c'est de l'eau. Pourquoi l'eau est-elle si importante? Pourquoi l'eau liquide est-elle si importante? Essentiellement parce que l'eau est un solvant. Et comme c'est un solvant, plusieurs molécules, plusieurs atomes différents peuvent s'y retrouver, s'y rejoindre, s'y associer et former des molécules de plus en plus complexes. Et c'est bien une des conditions de la formation, de l'élaboration de la vie, de ce que nous appelons l'évolution prébiotique, qui a permis à la Terre de passer d'un état stérile au début à un état habité après coup. C'est les rencontres possibles dans un milieu dense. Il y a aussi l'eau, le fait que l'eau est un milieu très dense, 1000 fois plus dense que l'air, par exemple. Dans ce milieu dense, beaucoup de molécules différentes peuvent se rencontrer, s'associer et former des molécules de plus en plus complexes. Et c'est ce jeu qui va amener éventuellement l'évolution de la vie, l'évolution prébiotique. Mais il y a encore un élément important, assez curieusement, c'est le fait que la Terre est chaude, que la Terre possède encore de la chaleur aujourd'hui. Là, vous avez une image de ce qu'était la Terre vraisemblablement au début, une espèce de boule de lave incandescente qui gardait encore énormément de cette chaleur initiale qui lui est venue de cette avalanche de matière, qui lui est venue des éléments radioactifs qu'elle contenait et qui en faisait un corps à des températures très élevées. Cette image, bien sûr, qui est assez récente, elle a été prise, je crois, en Hawaï, qui présente un spectacle relativement rare sur la Terre, eh bien, ce phénomène était généralisé et la Terre, c'était une boule de lave avec des masses de lave incandescentes qui dégringolaient d'un peu partout. Pourquoi le fait que la Terre soit encore chaude, qu'il y ait encore des volcans, qu'il y ait encore des mouvements de tectonique, de plaques, qu'il y a des tremblements de terre, joue-t-il un rôle favorable par rapport à la vie? À première vue, on pourrait se dire qu'on pourrait s'en passer. Et quand il y a des tremblements de terre importants, comme en Chine ou en Mexico ou en Arménie récemment, on se dit que c'est quelque chose de nocif. Eh bien, à la longue, non. On s'aperçoit, et ça dans le cadre de l'évolution biologique, que l'évolution de la vie est accélérée par les changements climatologiques, par le fait d'avoir à s'adapter à des conditions différentes. Ça, on y reviendra plus tard, mais on s'aperçoit que même cela joue un rôle important. C'est important que la Terre ait encore ces mouvements géologiques, ces mouvements orogéniques. Alors, de l'eau liquide, de l'air, du feu, tout ça, c'est important pour fabriquer un habitat dans lequel la vie puisse évoluer. Sur l'origine de l'océan, nous n'avons pas de théorie tout à fait convaincante, mais en gros, on pense à peu près ceci. Rappelez-vous ces petits grains de poussière qui se formaient dans l'espace, qui étaient recouverts d'une petite couche de glace. Eh bien, ces grains de poussière, en s'accumulant, vont, évidemment, ces couches de glace composées d'eau, de gaz carbonique, vont se trouver prises à l'intérieur de la masse de la Terre, la masse incandescente, c'est-à-dire que dans cette pierre liquide, le gaz carbonique, l'eau peuvent exister en dissolution, un peu comme le gaz carbonique dans une bouteille de champagne. Et quand la Terre refroidit, ces gaz sont évacués progressivement et arrivent à la surface de la Terre sous forme vraisemblablement de volcans. Nous en avons encore des images dans nos volcans contemporains. Vous avez là un volcan qui s'est produit au voisinage de l'Islande en 1965 et qui a évacué dans l'espace d'énormes quantités de vapeur d'eau.
Ce phénomène, nous pensons qu'il a également été prévalent dans toute la surface, sur toute la surface de la Terre au début. Cette eau qui était accumulée à l'intérieur de la Terre a été éjectée quand les premiers continents se sont formés, quand la croûte terrestre a commencé à se former sur un magma de lave, et que cette eau a été évacuée par ces bouches volcaniques. Là, vous voyez aussi, vu d'un avion, quelque part près de l'Islande, ce volcan. Eh bien, ces masses de vapeur d'eau ont dû s'élever dans l'espace, former pendant longtemps une couche nuageuse très épaisse. Vraisemblablement, à ce moment-là, la Terre, vue de loin, ne laissait pas voir ses océans, comme Vénus aujourd'hui. La Terre était trop chaude. Et puis, quand la Terre a refroidi suffisamment, s'est refroidi suffisamment, cette masse de gaz contenant toute cette quantité d'eau s'est mise à pleuvoir. Ça a été le vrai déluge. Il y a eu un déluge il est tombé environ 3 km d'eau, et ça a été la naissance de l'océan. C'est comme ça qu'on envisage aujourd'hui l'origine de l'eau sur notre planète. Elle vient de ces grains de poussière interstellaire qui se sont accumulés pour former la Terre et dont les couches de glace qui couvraient ces grains ont été éjectées quand la planète s'est solidifiée, s'est retombée en pluie, et cela a fait nos océans et nos lacs. Quant à ce qui regarde l'atmosphère, c'est probablement aussi la même origine. On pense que les gaz de l'atmosphère viennent également des volcans. Il y a peut-être des gaz résiduels de la formation de la Terre, mais c'est assez peu probable. On pense que cette atmosphère très épaisse que nous voyons ici, dont nous voyons des ouragans, que nous allons revoir ici en profil, c'est une image que nous avons vue au début, le Soleil se couche derrière la Terre, nous voyons le disque noir de la Terre, et la lumière du Soleil éclaire cette atmosphère très mince. Eh bien, nous pensons que cette atmosphère s'est produite de la même façon qu'elle a été éjectée de l'intérieur des volcans en même temps que l'eau. Alors, nous avons donc l'ensemble du paysage. Maintenant, la Terre est chaude, la Terre possède de l'eau, une couche gazeuse, la Terre possède une couche nuageuse. À l'abri de cette couche nuageuse, de cette couche gazeuse, et à l'abri de l'océan, où là les densités sont très grandes et où on est encore mieux protégé contre les rayonnements ionisants, il va se passer une activité chimique extraordinaire. Cette activité chimique va faire que dans une période d'environ 1 milliard d'années, pas plus, la Terre a 4 milliards 500 millions d'années, et déjà à 3 milliards 500 millions d'années, il y a des cellules vivantes un peu partout, et il faut essayer de comprendre comment cette transition s'est passée. L'idée générale, c'est que ça s'est passé dans l'eau, avec, à l'aide du pouvoir de dissolution de l'eau, des atomes ont continué à s'associer. Ça ressemble à ce qu'on voyait dans l'espace interstellaire, sauf que ça reprend avec énormément plus d'efficacité parce que les conditions sont bien meilleures. D'abord, il y a le Soleil qui n'est pas loin, il y a la chaleur du Soleil et le rayonnement ultraviolet du Soleil qui intervient, il y a le fait d'être protégé contre les rayonnements cosmiques. On a pu, au laboratoire, reproduire de telles conditions. Il y a une série d'expériences qui ont été faites par les chimistes Urey et Miller, qui se sont dit, essayons de reproduire les conditions initiales de la Terre. Alors, dans un bocal, ils ont mis de l'eau, des gaz simples comme ceux qui devaient être présents au début de l'atmosphère de la Terre. C'était probablement plutôt du gaz carbonique, comme on trouve sur Vénus et sur Mars. Ils ont mis du méthane, de l'ammoniac, de ces gaz simples qu'on trouve en grande abondance dans l'univers. Ils ont irradié tout cela avec des éclairs, avec des décharges électriques, dont l'idée était de représenter ce qui devait se passer au début du système solaire, quand vraisemblablement l'activité solaire était beaucoup plus intense et résultait probablement en un flux ionisant de rayons ultraviolets, de décharges électriques beaucoup plus importantes. Et puis ils ont laissé ce mélange macérer pendant une bonne semaine, et quand, après coup, on a regardé ce qui se passait, d'abord on s'est aperçu que le liquide avait changé de couleur, il était d'une espèce de brun plus ou moins joli, l'odeur, il y avait nettement une odeur pharmaceutique très prononcée, et quand on a analysé chimiquement, on s'est aperçu que c'était produit dans ce liquide de façon spontanée par l'action de ces rayonnements et de l'association des molécules, toute une collection de molécules variées, des acides aminés, des graisses,
des sucres, comme ce que vous voyez devant vous, c'est une molécule de sucre, c'est-à-dire qu'il y avait eu une évolution, disons, prébiotique qui avait amené cette matière de cet état de molécule très simple en molécules beaucoup plus complexes. Donc les premières étapes de la vie. On ne saurait pas dire qu'on a produit la vie en laboratoire, on en est encore très loin. Mais en effet, on avait reproduit les premières étapes et cette possibilité donnait beaucoup de poids à l'idée que la vie est apparue spontanément dans l'océan quand les conditions ont été assez bonnes, quand l'océan était suffisamment refroidi et qu'il y a eu cette activité chimique grâce à la présence, encore une fois, du rayonnement solaire, de toutes ces molécules qui pouvaient se joindre et qu'on a vu certainement apparaître une quantité extraordinaire de molécules de toutes formes, avec une progression dans le nombre d'atomes dans ces molécules. Bien sûr, il y a association, dissociation, mais à un moment donné, une fraction de plus en plus mince, peut-être, de ces molécules prend des dimensions de plus en plus importantes, jusqu'à ce qu'on voit apparaître cette molécule miracle que nous appelons l'ADN, qui est une molécule gigantesque qui contient des milliards d'atomes et qui stocke, qui code par la façon dont ces atomes sont disposés toutes les instructions nécessaires à l'élaboration de la vie. Je crois que ça a été un grand moment dans l'histoire du cosmos que l'apparition sur la Terre de la molécule d'ADN, bien qu'on ne sache évidemment pas exactement comment cela s'est passé. Les troubles